Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure incroyable. Mais attention, c'est aussi un parcours plein d'obstacles. Pourquoi tant de projets qui démarrent avec une énergie folle finissent par s'arrêter net? Dans cette analyse, on va plonger au cœur des clés de la survie en se concentrant sur les fondations mêmes de la gestion d'entreprise. Alors, on va commencer direct avec un chiffre. Un chiffre qui fait un peu peur, je dois l'avouer, 80%. Ce n'est pas juste un nombre sur un écran, c'est une réalité, parfois c'est dur, du monde des affaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien voilà, 80%, c'est le taux d'échec. 8 entreprises sur 10 ferment leurs portes avant même d'avoir pu souffler leur troisième bougie. C'est un chiffre énorme, vraiment saisissant, et ça nous pousse à nous poser une question fondamentale. Alors pourquoi? Pourquoi un taux d'échec aussi élevé? Est-ce que c'est le marché qui est trop dur, la concurrence qui est trop féroce, un mauvais produit? On pourrait penser à plein de choses, mais très souvent, la véritable raison est bien plus proche de nous, bien plus fondamentale. Et là voilà la réponse. Le problème, ce n'est que très rarement l'idée elle-même. Non, le vrai souci, c'est l'exécution, c'est la structure, c'est la gestion qui fait défaut. Et c'est précisément sur ce point qu'on va se concentrer. Parlons tout de suite d'un des outils de planification les plus connus, mais qui est aussi, soyons honnêtes, l'un des plus mal compris, le fameux business plan. Pour énormément d'entrepreneurs, le business plan, c'est une corvée. Un long document un peu ennuyeux, plein de chiffres, qu'on rédige à reculons juste pour le banquier. C'est vu comme une simple case à cocher avant de pouvoir enfin commencer le vrai travail. Sauf que la réalité, c'est tout le contraire. Dans l'excitation du lancement, dans l'adrénaline de la création, cette étape de planification est souvent balayée sous le tapis. On se dit « on verra plus tard ». Et ça, c'est une erreur qui peut coûter très très cher. Il est donc temps de changer complètement de perspective et de voir cet outil pour ce qu'il est vraiment. Voilà, cette phrase dit tout. Le business plan n'est pas un document pour les autres, c'est un guide pour soi-même. C'est sa propre boussole pour garder le cap, surtout quand on traverse des zones de turbulence. En fait, sa véritable mission, c'est d'être un exercice qui nous force à regarder chaque aspect de notre projet dans les yeux. Ça nous pousse à anticiper les défis, à clarifier la stratégie, les opérations, les finances, bref, à construire les fondations de la maison avant même de poser la première brique. Alors, justement, regardons de plus près ces fondations. On va commencer par deux piliers absolument essentiels, la stratégie et la compréhension du marché. La stratégie, on peut voir ça comme le cerveau de l'entreprise. C'est elle qui définit la vision à long terme, la mission, et qui nous aide à comprendre comment on va se démarquer de la concurrence. Pour ça, des outils comme l'analyse SWOT sont super utiles pour identifier ses forces, ses faiblesses, mais aussi les opportunités et les menaces du marché. Cette comparaison illustre une erreur marketing archi-classique. L'approche de l'intérieur vers l'extérieur. C'est « j'ai une super idée, je fabrique mon produit et maintenant, j'espère que des gens vont l'acheter ». C'est un pari risqué. L'approche stratégique, elle, est inverse. On étudie d'abord le marché, on identifie un vrai besoin et ensuite seulement on conçoit la solution parfaite. La différence est capitale. Passons maintenant à deux autres domaines absolument vitaux. L'argent, bien sûr, et les personnes qui font tourner la machine. L'argent, c'est simple, c'est le sang qui circule dans les veines de l'entreprise. S'il n'y en a plus, tout s'arrête. On peut avoir la meilleure idée du monde, si la gestion financière est mauvaise, l'entreprise est condamnée. C'est une question de survie pure et simple. Gérer sa trésorerie, c'est un vrai travail d'équilibriste. D'abord, il faut maîtriser ses dépenses avec un budget clair et précis. Ensuite, il faut prévoir ses rentrées d'argent, mais en gardant les pieds sur terre, sans être trop optimiste. C'est un domaine tellement complexe que se faire aider par un expert, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La vision des ressources humaines a beaucoup changé. Il ne s'agit plus de coûts, mais bien d'atouts stratégiques. Une équipe, c'est un peu comme des clients internes. Il faut comprendre leur motivation. Après tout, ce sont les employés qui sont en première ligne. Ils sont le visage de l'entreprise. Allez, on aborde maintenant des aspects plus concrets, les outils dont on a besoin et la gestion des opérations au jour le jour. Ça, c'est un exemple parfait de décision de gestion intelligente. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter cet équipement qui coûte une fortune pour l'utiliser une fois par mois? Souvent, la location ou la sous-traitance sont des options bien plus malignes pour protéger sa trésorerie. C'est toujours une question d'équilibre entre ce dont on a besoin et ce qu'on peut se permettre. On arrive au dernier point. Et celui-là, il est peut-être le plus important parce qu'il est d'ordre psychologique. C'est un piège dans lequel tombent énormément de créateurs d'entreprises. Cette phrase est tellement juste. Beaucoup de gens se lancent parce qu'ils sont experts dans un domaine. Un chef cuisinier de génie ouvre un restaurant, un développeur super doué crée sa start-up. Le danger, c'est de rester technicien, de rester le cuisinier et d'oublier son nouveau rôle, celui de gestionnaire. Le contraste ici est frappant. Le fondateur employé reste dans sa zone de confort technique. Il exécute les tâches qu'il maîtrise. Pendant ce temps, qui s'occupe de la stratégie, des finances, du marketing? Souvent personne. À l'inverse, le fondateur gestionnaire comprend qu'il doit prendre de la hauteur pour tout orchestrer et assurer la croissance sur le long terme.
Finalement, tout se résume un peu à ça. La réussite d'une entreprise, ce n'est pas juste une liste de choses à faire. C'est une véritable transformation de son identité. Il faut accepter de passer du statut d'expert technique à celui de chef d'orchestre. Et voilà la question fondamentale qui devrait guider chaque décision. Est-ce que le but est de se créer son propre emploi? Ou est-ce que le but est de bâtir une entreprise solide qui peut grandir et fonctionner de manière autonome? C'est peut-être la réflexion la plus importante de tout le parcours entrepreneurial.